Bonjour à toutes et à tous et très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'International sur TV5 Monde en partenariat avec le journal Le Monde. Toute sa vie, elle l'a consacrée aux Français de l'étranger ou même en vivant elle-même à l'étranger. Les affaires étrangères, c'est son quotidien à son poste de vice-présidente du Sénat. Hélène Conway-Mouret, sénatrice des Français de l'étranger, est notre invitée cette semaine. Avec elle, nous allons parler de la mission Barkhane au Sahel, de l'OTAN, mais aussi du Brexit, de l'élargissement de l'Union européenne et des femmes, car c'est un sujet qui lui tient à cœur. Avant de la retrouver, on regarde tout de suite ces images qui ont fait le tour du monde, cet hymne contre les violences faites aux femmes. Hélène Conway-Mouret, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Alain Sall, journaliste au Monde, merci également d'être en ma compagnie ce matin pour cette émission internationale. Cette performance, Hélène Conway-Mouret, qui a fait le tour du monde, elle s'est proposée qu'une traînée de poudre, elle vous inspire ? C'est dynamisant ? Oui, absolument. Il y a un dynamisme, une force derrière ce mouvement, comme d'ailleurs d'autres mouvements, MeToo et d'autres qui oui, parce que vous avez été délégué, un retentissement international. Vous avez été délégué aux droits des femmes pendant longtemps, à l'égalité hommes-femmes, notamment au Sénat. Le Sénat qui n'est pas forcément un modèle, d'ailleurs, en matière de parité, puisqu'on est à 32% de femmes seulement au Sénat français. C'est un souci, il y a encore du travail, un long chemin à parcourir. Oui, et heureusement que nous avons voté, il y a une dizaine d'années, une loi sur la parité, parce que où en serions-nous aujourd'hui ? Je crois que quand on rentre au Sénat, on devient féministe. Enfin, en tout cas, ça a été mon cas. En même temps, on voit que c'est passé en 5 ans de 25 à 32%. La part des femmes au Sénat, ça progresse très faiblement. C'était à 6% en 98, donc c'est quand même un léger mieux. Mais ce qu'on voit, c'est que dans les dernières sénatoriales, il y a eu beaucoup de candidates femmes, mais pas toujours en position éligible. Et une bonne partie de celles qui ont été élues, finalement, l'ont été grâce au non-cumul des mandats qui a obligé certains hommes à se retirer. Comment on peut faire pour progresser ? Vous savez, c'est comme dans tous les domaines. À partir du moment que vous avez des hommes qui sont en place, ils n'ont pas forcément envie de céder celle-ci volontairement ou rapidement. Et donc, on a besoin de s'inscrire dans le temps, en fait, pour voir en effet un certain nombre de messieurs qui détiennent ces postes-là depuis longtemps et qui, grâce à la loi sur la parité, pour certains, se retrouveraient en troisième position et préfèrent finalement partir en dissidence, ça a été le cas lors des dernières élections, c'est ce que nous avons pu observer, plutôt que d'être en troisième position et donc non éligible. Ce qui aurait pu faire élire une femme, la deuxième sur la liste, mais ce sont deux messieurs, de fait, qui se retrouvent dans un même parti à être élus. Donc on continue à observer cela, mais c'est vrai que la progression se fait. Nous, au ministère des Affaires étrangères, en 2012, nous avions cette volonté d'avoir des femmes ambassadeurs, puisque c'est le haut de la pyramide, et nous sommes partis de très très loin. Nous avons augmenté très rapidement en l'espace de 3 ans. Et ce que nous avons observé là aussi, c'est que, au bout de 3 ans, le pool, finalement, était tari de femmes susceptibles d'être nommées. Donc nous avons besoin, à tous les niveaux, que ce soit en politique ou pour des postes intéressants, de motiver les femmes à d'abord se mettre en position éligible, mais également en position de pouvoir être acceptées et de pas simplement parce que ce sont des femmes d'être nommées, mais bien d'être nommées sur leurs compétences, ce qui est important.
Hélène Conway-Mouret, on va passer à l'actualité cette semaine en France, avec ce pays qui tourne au ralenti depuis désormais plus de 48 heures, avec des transports au point mort, des écoles fermées. Hélène Conway-Mouret, c'est donc cette grève contre la réforme des retraites qui connaît une énorme mobilisation, notamment dans le secteur public. Et pourtant, cette réforme des retraites, on ne la connaît pas encore, on n'en connaît pas encore les contours. Alors, comme l'ancien président François Hollande, vous conseillez déjà au président français Emmanuel Macron de reculer sur cette réforme ? Écoutez, ce qui est atterrant dans cette histoire, c'est qu'on nous dit qu'il y a urgence. Depuis 2 ans, M. Delevoye consulte très largement et on s'attendait qu'au bout de 2 ans, on nous présente en effet un projet de loi qui soit bien ficelé, qui soit présentable. Et aujourd'hui, ce que nous avons, c'est un gouvernement qui a des ministres qui se contredisent les uns les autres. Nous avons, par exemple, un ministre qui va répondre aux questions d'actualité en début d'après-midi. Et le soir, nous avons un autre membre du gouvernement qui dit exactement le contraire de ce qui a été dit quelques heures plus tôt. Donc on se dit que, en fait, cette réforme n'est peut-être pas visible ou présentable aux Français et que les Français ont compris que dans cette réforme, ils avaient plutôt à perdre qu'à gagner, alors que normalement, quand on engage une réforme, c'est bien pour consolider les droits ou avancer. Et là, je pense que les Français ont tous compris que il n'était pas question simplement de supprimer, c'est ce qui a été présenté quand même dans un premier temps, des privilèges des régimes sociaux qui sont le fait de quelques-uns. Ces privilèges-là vont sauter, bien sûr, et ceux qui sont concernés réagissent, mais ce n'est pas que ça. On parle d'une réforme universelle, et donc tout le monde sera touché. Je crois que les uns et les autres ont compris qu'ils avaient à perdre, d'abord avec un système de points qui peut évoluer dans le temps, et puis aussi, le système actuel est basé sur les dernières années, voire les derniers mois, d'une carrière professionnelle où généralement on gagne mieux sa vie à la fin qu'au début, alors que le nouveau système qui est présenté, c'est de prendre en compte l'ensemble du parcours. Et quand on voit aujourd'hui que beaucoup, dans un premier temps, cumulent plutôt les CDD ou l'emploi à temps partiel, on se dit que globalement, la retraite sera forcément moins importante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc je crois que c'est à cela que les Français ont réagi. Et ce qui est frappant, c'est que on passe toujours par un rapport de force. Et je crois que le gouvernement... Oui, justement, vous qui avez vécu à l'étranger, en Irlande, pendant des années, vous êtes surprise Oui, qu'il n'y ait pas de... une grève préventive, en fait. Moi, je ne connais pas encore les contours de cette absolument, réforme. Mais je pensais que justement, les 2 années que M. Delevoye a consacrées à cette consultation permettraient d'arriver à un consensus. Et on se rend compte qu'au bout des 2 ans, il n'y a pas eu de négociation, en fait, avec les partenaires sociaux. Et que le gouvernement a testé s'il pouvait en effet présenter une réforme qui lui convenait, qui allait dans le sens de l'idéologie finalement de ce gouvernement qui est très libéral et qui doit aller dans ce sens-là. Mais je suis toujours surprise qu'on ait besoin de ce rapport de force et que là, finalement, les syndicats ont bien compris qu'il fallait mobiliser, montrer que les Français n'étaient pas d'accord pour reprendre la main et finalement revenir autour de la table des négociations avec le gouvernement en position de force et de pouvoir finalement peut-être engager des négociations qui apaiseront justement cette grogne sociale. Et vous pensez que le gouvernement avait précisément sous-estimé ou peut-être parié sur un échec de la mobilisation sociale alors que les syndicats étaient plutôt en position de faiblesse ces dernières années ? Oui, parce que je crois que ce gouvernement a beaucoup participé à l'affaiblissement des corps intermédiaires, puisque le président, depuis son élection, souhaite être en première ligne et face au peuple sans garde-fou. Et je crois qu'il commence à se rendre compte aujourd'hui que cela est très dangereux pour lui, mais à la fois aussi pour notre République. Donc je pense que le gouvernement voulait tester en effet et que la mobilisation a été suffisamment forte. Et aussi peut-être voir que quand les syndicats organisent des manifestations, celles-ci se passent pacifiquement.
ce que l'on n'a pas vu avec le mouvement finalement des Gilets jaunes. Donc le gouvernement a tout à gagner d'avoir une mobilisation en effet populaire qui soit encadrée. En même temps, ces images de manifestations sont diffusées dans le monde entier. Elles sont présentées en parallèle avec toutes les manifestations qu'il y a eu il y a précisément un an. Quelles sont les conséquences pour l'image du président Macron, président réformiste, dans le reste du monde et en Europe en particulier? C'est à double tranchant en fait, parce que à la fois les médias étrangers montre un peuple français qui ne supporte pas les réformes et qui est finalement très conservateur. C'est un petit peu l'image que l'on veut donner de ces Français. Et puis de montrer que le président Macron, qui à l'international peut être aussi maladroit, et peut-être que nous en parlerons avec d'autres sujets, se comporte en France comme il se comporte à l'étranger, de façon un petit peu brutale, un peu maladroite. Et donc de montrer que la limite de son pouvoir, finalement, est bien là. Avant de poursuivre notre entretien, Hélène Conway-Mouret, on va revenir sur votre parcours dans le Focus cette semaine. Votre portrait est signé Antoine Delpierre et Bertrand Martineau. Emmanuel Macron voulait être seul face au peuple. Nous y voilà donc avec cette grève qui secoue l'Hexagone. Et si c'était le cas aussi à l'international, face à Donald Trump ou Recep Tayyip Erdogan, comme vous le suggérez dans l'un de vos derniers tweets? Isoler la France, au Sahel, dans l'OTAN, en Europe, dans le monde, le rayonnement de votre pays, sa place à l'étranger, voilà, Hélène Conway-Mouret, ce qui vous a mené et vous mène encore aujourd'hui en politique. Il faut dire que votre parcours vous a permis de voir au-delà des frontières. Né en Algérie peu avant l'indépendance, vous avez ensuite passé 25 ans en Irlande. Engagé au Parti socialiste depuis plus de 20 ans, c'est tout naturellement que vous devenez en 2011 sénatrice représentant les Français établis hors de France. Je crois que la France a beaucoup de choses à apporter au monde et j'aimerais travailler à ceci. Un an plus tard, Jean-Marc Ayrault vous nomme ministre délégué chargé des Français de l'étranger. Vous voilà au cœur de la machine. Réforme de l'Assemblée des Français de l'étranger, aide au retour des expatriés, mariage forcé, excision. Vous vous impliquez dans vos dossiers. En février 2014, c'est vous qui accueillez Michel Thierry Atangana, ce Français libéré après 17 ans de prison au Cameroun. Mais en avril, votre poste est supprimé par le gouvernement Valls. Retour au Sénat donc, où vous élargissez vos champs de compétences. Quand le territoire européen est menacé et attaqué par des terroristes, l'OTAN ne répond pas. Cette année, votre rapport sur la défense européenne met en lumière les atermoiements et divergences entre les 27 de l'Union. Est-ce pour montrer une autre image de la France que vous multipliez les voyages? Rien que ces 2 derniers mois, Irlande, Norvège, Grande-Bretagne, Espagne, Serbie, Kosovo et Macédoine du Nord. À Skopje, 1 mois après le veto d'Emmanuel Macron à l'adhésion de ce pays des Balkans à l'UE, pas facile de garder le sourire face à vos homologues. Hélène Conway-Mouret, pas facile justement de passer après cette décision de veto. Vous étiez en Macédoine du Nord justement. Oui, c'était un moment politique compliqué mais qui était absolument nécessaire parce que je crois que nous sommes dans une période compliquée où nous avons besoin en effet d'avoir des alliés. Et je suis, vous l'avez peut-être noté, une Européenne convaincue. Je suis administratrice de la Fondation Jean Monnet et je milite vraiment pour continuer à avoir une Europe forte, une Europe qui pèse face aux géants chinois et américains. Et je crois fondamentalement que ce continent ne s'arrête pas simplement au 28, au 27 demain de l'Union européenne. Mais quand on voit ce qui se passe par exemple avec la Hongrie de Viktor Orban ou ce qui s'est passé avec la dette de la Grèce, on se dit que peut-être que l'élargissement de 2004 est allé un peu vite. Est-ce que vraiment le président français a tort de s'opposer aujourd'hui à l'entrée de plusieurs pays, l'Albanie, la Macédoine du Nord, dans l'Union européenne ? Non, il n'a pas tort. Sur le fond, il a raison, comme sur beaucoup de sujets, sur l'OTAN, voilà. Mais sur la forme, oui, je pense. Parce qu'aujourd'hui, nous avons 2 pays où l'amertume est très forte et sentiment, alors d'abord d'incompréhension,
des Macédoniens, je peux peut-être en parler, puisque j'ai effectué cette visite de plusieurs jours, qui m'ont expliqué qu'on leur a demandé quelque chose d'incroyablement difficile, c'est un changement de nom. Changement d'identité, qui a d'ailleurs valu au Parlement d'être attaqué par des nationalistes, où certains des députés que j'ai rencontrés m'ont dit qu'ils ont eu peur pour leur vie, tant le sentiment était fort. Donc on leur demande de faire un certain nombre de choses, avec une commission et peut-être un Parlement européen qui ont fait des promesses, mais ensuite les États demeurent souverains. Nous avons la règle de l'unanimité. Et donc, il est peut-être naturel que la France, aujourd'hui, se pose des questions quant à son opinion publique aussi, qui n'a pas été sollicitée pour savoir est-ce que nous continuons un élargissement avec l'Albanie et la Macédoine du Nord, que les Français ne connaissent peut-être pas bien, trop peu, ou pour les mauvaises raisons, mais qui font que si demain il devait y avoir un référendum sur l'élargissement, je ne suis pas certaine que les Français diraient qu'ils y sont favorables. Et donc le président Macron exprime aujourd'hui ce sentiment que nous avons procédé à cet élargissement. On voit les problèmes avec la Grèce, avec la Roumanie, avec un certain nombre de pays, et vous venez d'en citer certains, qui font qu'on a peut-être besoin en effet de faire une pause pour se demander si les critères d'adhésion sont les bons et peut-être d'accélérer aussi le processus. Enfin, la Turquie, ça fait combien d'années que le processus d'adhésion est engagé et ne se finira peut-être jamais. Donc, plutôt que de donner l'illusion aussi à certains pays qu'en effet, ils sont les bienvenus, on a besoin de remettre tout ça sur la table et d'en discuter. Après, de prendre en otage les Macédoniens et les Albanais et de leur dire, écoutez, tant pis pour vous, vous arrivez au mauvais moment, parce qu'on a besoin en effet de faire cette pause de négociation. Je pense que c'est malvenu vis-à-vis de ces deux pays, d'autant que franchement, ce sont des petits pays. Enfin, la Macédoine, c'est 1,5 million d'habitants. Enfin, on parle de la ville de Lyon. C'est pas comme si on avait aussi là la menace d'un flux migratoire exceptionnel qui viendrait en France, d'autant que je voudrais aussi souligner que ce que j'ai vu, c'est une présence allemande très très forte dans ces régions. Un chiffre qui est frappant. Au Kosovo, nous avons 19 personnels d'ambassade qui couvrent l'ensemble des services. L'Allemagne en a 300 et les Américains en ont 500. Le Kosovo est peut-être un petit pays, mais je pense que ces pays, l'Allemagne et les États-Unis, ont fait le choix d'une présence diplomatique, je ne parle pas de la présence militaire américaine, très très forte. Ce qui montre que nous sommes très peu présents, que nous nous occupons très peu de ces pays, finalement qui comptent peut-être un peu moins, mais que le moment venu, nous les bloquons. Donc on a aussi un petit peu de pédagogie à faire et c'est ce que j'ai fait très largement pendant les 2 jours avec un ambassadeur aussi très très engagé localement. On sent que effectivement les Allemands sont très préoccupés par ce qui peut se passer aux Balkans et pour des raisons historiques sont aussi assez présents sur place. Est-ce que la France sous-estime justement les Balkans et cette région européenne où il y a eu la guerre il n'y a pas longtemps et où beaucoup sur place ont toujours peur qu'elle revienne? Et quelle réponse on peut faire à ces pays? Alors nous avons été très présents et en fait nous avons une très bonne réputation qui aujourd'hui est mise à mal par notre attitude qui n'est pas comprise. Je pense en effet que nous avons un rôle à jouer, que les Balkans sont une part importante de notre continent, que nous avons besoin de sécuriser ce territoire. Bon, les Américains s'y emploient, mais pour leurs propres intérêts aussi, il faut le savoir quand même. Et que donc, à un moment, on peut se poser la question, est-ce que en montrant le peu d'intérêt pour tirer ces pays par le haut, parce que l'ouverture de négociations ne veut pas dire adhésion immédiate. Donc ça veut dire mise aux normes, conformité avec l'état de droit et voilà, tout un tas de critères. Enfin, je ne sais plus combien il y a de chapitres, mais enfin, ils sont assez nombreux pour faire en sorte que les réformes soient faites dans ces pays. Et donc, c'est priver ces pays de cela et de fait... les mettre ou les inciter à aller dans les bras d'autres. La Turquie, par exemple, s'intéresse fortement à ces pays. La Russie aussi, mais pour des raisons politiques d'équilibre, est présente en Serbie quand les Américains sont au Kosovo. Donc là, on a un jeu géopolitique qui se joue. Mais l'Europe
devrait aussi s'y intéresser. Et par l'Europe, et bien sûr, la France, vous avez raison. Et la Chine aussi est présente dans les Balkans. Oui, mais la Chine est présente partout. Vous savez, elle a acheté le port d'Athènes, le port de Trieste. C'est pas la seule partie de l'Europe qui l'intéresse. Hélène Conway-Mouret, est-ce que le préalable avant tout nouvel élargissement, c'est pas la réforme justement de l'Europe et peut-être la remise en question de ces votes à l'unanimité? Bien sûr, mais c'est ce que le président Macron a dit après. D'abord, il a présenté son veto en disant non, on ne veut pas de ces deux pays. Et après, il a expliqué qu'en effet, il faudrait revoir un certain nombre à la fois de critères d'adhésion, mais également le mode de fonctionnement. Mais enfin, ça va prendre combien d'années ? Donc ces pays se retrouvent finalement sur la touche en se demandant combien de temps ils devront attendre, quand dans le même temps, nous avons ratifié par exemple au Parlement l'adhésion de la Macédoine du Nord à l'OTAN. Donc on pense qu'ils peuvent faire partie de l'OTAN, mais pas de l'Union européenne. C'est pas la même chose. On va parler de l'OTAN, parce que l'OTAN, cette semaine, fêtait ses 70 ans, et la fête, elle a tourné court. Comme toujours, le président américain reprochait aux autres de ne pas prendre leur part, financièrement parlant. Le président turc, après son intervention contre les Kurdes en Syrie, sans consulter ses alliés, eh bien, a lui aussi été présent, très présent, lors de cette réunion et de ses 70 ans. Est-ce qu'il a raison, le président français, de dire que l'OTAN est en état de mort cérébrale? Il n'a pas complètement tort. Là aussi, il a raison sur le fond, mais pas sur la forme. Je pense qu'en effet, il y a deux questions essentielles à poser aujourd'hui. C'est le comportement des membres de l'OTAN. Il fallait nommer la Turquie, qui va contre les intérêts collectifs des autres membres. Et puis, redéfinir, c'est vrai, la mission principale de l'OTAN, qui a été créée, il faut le savoir, en 1949, avec comme mission de protéger finalement l'Europe occidentale contre le bloc communiste soviétique qui était de l'autre côté, qui s'est arrêté en 1989. Ça fait quand même déjà quelques années. Et donc, aujourd'hui, de se demander quelle est la mission de l'OTAN. Donc, en effet, elle doit être repensée, redéfinie, ce qui permet au président Macron d'insérer ce qui n'existe pas. Et tout à l'heure, dans votre documentaire, j'ai mentionné en fait le terrorisme, où l'OTAN n'a pas été conçue et ne fonctionne pas pour faire face au terrorisme, qui est la menace principale pour les pays d'Europe du Sud aujourd'hui, qui ne l'est toujours pas pour les pays d'Europe du Nord ni de l'Est, mais de pouvoir faire en sorte que si l'OTAN doit protéger l'ensemble du continent, eh bien que l'ensemble des menaces que nous considérons être existentielles pour nous, eh bien, soit prise en compte. Alors, là aussi, il y a aussi un double langage qui, peut-être faudrait-il être honnête complètement. Parler du terrorisme et de l'importance pour l'OTAN de s'occuper du terrorisme est interprété en Afrique, en tout cas c'est ce que mes amis africains et nord-africains m'ont dit récemment, par le fait que le président Macron, pour l'instant, n'a pas été capable d'entraîner ses partenaires européens en Afrique. On voit que la défense européenne a du mal à se mettre en place, mais surtout que nos partenaires européens n'ont pas envie de faire partie d'une coalition qui serait dirigée par la France, notamment au Sahel. Ils y vont vraiment à petits pas, en prêtant quelques avions, quelques hélicoptères, quelques personnels, et ainsi de suite. Mais ce que les Africains et les Nord-Africains voient aujourd'hui dans cette demande de la France, c'est que si les Européens ne veulent pas y aller, le président Macron a l'intention d'entraîner l'OTAN en Afrique. Et ça, il ne le voit pas d'un bon œil, je peux vous le dire. Mais justement, c'est quoi la place de l'OTAN aujourd'hui ? Si elle va elle est à définir, si elle est à redéfinir. Est-ce que aussi aux côtés de pays comme la France, le Mali Pour nous, elle est à redéfinir. Si vous parlez à un Estonien ou à un Polonais, il vous dira que l'OTAN remplit pleinement sa mission, puisque la menace principale pour eux demeure la Russie. Pour nous, ce n'est pas le cas. Justement, comment vous qualifierez la nouvelle relation que le président français Emmanuel Macron a voulu créer avec le président russe Vladimir Poutine, là où la relation était très froide du temps de François Hollande, l'ancien président? Je pense qu'on a tout à gagner à avoir un dialogue avec la Russie. Ne pas l'avoir, c'est
suivre les intérêts américains. Et on voit qu'aujourd'hui, le président Trump ne donne pas quand même de gages très forts envers l'Union européenne ou les Européens de façon générale. Donc on n'a peut-être plus besoin d'être dans un suivisme complet. Enfin, en tout cas, c'est la position française. Ce n'est pas forcément la position de nos partenaires européens. Mais pour nous, nous sommes dans cette logique-là. Moi, je pense que nous avons tout à gagner. Sincèrement, dans cette tournée européenne que j'ai faite dans le cadre de la rédaction du rapport que nous avons présenté avec mon collègue en juillet dernier, qui a été adopté par la Commission des Affaires étrangères du Sénat, ce que nous avons vu, c'est qu'aujourd'hui, nous avons quand même une Europe divisée en deux, enfin en trois. Il y a ceux qui sont focalisés sur la menace russe, ceux qui sont focalisés sur le Sud, menace terroriste, et puis un certain nombre de pays qui pensent en Europe qu'il n'y a aucune menace. Nous sommes dans cette sorte de léthargie pacifiste qui nous est imposée d'ailleurs par le fait que nous sommes protégés par l'OTAN et que donc nous ne sommes menacés par rien. En même temps, pour revenir à la question de l'OTAN, mais aussi au dialogue avec la Russie, est-ce que, là encore, la méthode a été la bonne? Parce que j'ai l'impression que ça a été assez mal compris par une partie de nos partenaires qui n'ont pas été informés, simplement, et qui peuvent s'inquiéter, Ils se sont inquiétés. Et c'est vrai que la méthode française, à Bruxelles, mais plus largement dans les pays, agace. C'est-à-dire que, parce que nous pensons que nous détenons la vérité et que nous avons raison, sur le fond c'est peut-être vrai, nous ne prenons pas le temps de l'expliquer. Et je pense que le président Macron aurait été bien inspiré de prendre son téléphone ou de faire appeler en tout cas les différents pays qui sont concernés directement par ce qu'il considère être une menace russe. Et à juste titre, l'Estonie continue à subir des cyberattaques constamment. Enfin, il y a une déstabilisation. Pas que l'Estonie, Non, mais je pense à l'Estonie. La République en marche aussi. Oui, elle n'était pas du même ordre, parce que là, c'était l'ensemble de l'administration estonienne qui a été attaquée. Mais bon, et donc de parler à nos partenaires européens en disant, voilà, je vais inviter le président Poutine au Fort de Brégançon parce que il est important de montrer que l'Europe a besoin de ce dialogue et de montrer qu'une Europe forte aussi peut-être être un partenaire pour cette Russie, quand même en rappelant que la France ne se désengage pas des sanctions qu'elle impose et qui nous coûtent fort cher d'ailleurs. C'était une bonne idée de revenir au sein du commandement intégré de l'OTAN en 2009. La France, elle a vraiment sa place encore à l'OTAN ? Oui, quand on questionne les militaires, ils le pensent, vous savez, c'est une façon aussi de travailler, tout ce qui est exercice interarmé fonctionne très très bien. La mort cérébrale, vous savez, le président Macron fait parler de l'organisation, la structure et au niveau, on va dire, opérationnel, ça marche très bien. Ça marche très bien. Les militaires, nous avons un général qui travaille à Norfolk. Nous envoyons en fait nos meilleurs généraux au sein de l'OTAN. Donc nous avons une place particulière. Je ne pense pas sincèrement aujourd'hui qu'il y a débat sur la place de la France dans l'OTAN ou si nous devons en sortir. Je crois que la décision a été prise de réintégrer l'OTAN et on essaye de faire au mieux. D'ailleurs, je me souviens que sous la présidence Hollande, Hubert Védrine avait commis un rapport justement sur la mise en place d'un pilier européen au sein de l'OTAN. Bon, le président Obama y était favorable, le président Trump non, donc la chose ne se fait pas, mais vous voyez, il y avait quand même cette volonté de dire que l'Union européenne, et pas simplement la France, a sa place dans l'OTAN. Et quelle est la place Quelle est la place de la Turquie dans l'OTAN aujourd'hui ? Il faut l'exclure, pour rebondir, comme François Hollande l'a suggéré, l'ancien président français. En tout cas, il faut questionner en effet son rôle aujourd'hui. Et vous savez, il y a bien sûr ce qui se passe en Syrie, mais la Turquie est très présente en Libye. Et je crois qu'il va falloir en effet poser des questions très claires et avoir des réponses sur le rôle de la Turquie aujourd'hui
vis-à-vis de l'État islamique et vis-à-vis des frères musulmans et de son rôle globalement et de ce que la Turquie entend faire en tant que politique étrangère. Et on va continuer justement de parler de ce sujet, on va poursuivre cet entretien, mais je vous propose de regarder une autre image forte cette semaine. Ce sont ces 13 cercueils des soldats français alignés dans la cour des Invalides à Paris, des militaires morts au combat au Mali. Un hommage national leur a été rendu en présence du président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Et juste après cette cérémonie, le président français a demandé aux autres présidents du G5 Sahel de clarifier leur position eu égard à la force Barkhane. Et pour ce faire, il les a invités à venir à Pau le 16 décembre. On écoute Emmanuel Macron. Nous devons, à très court terme, reclarifier le cadre et les conditions politiques de notre intervention au Sahel. D'abord et avant tout, avec les 5 États africains, membres du G5 Sahel. J'attends d'eux qu'ils clarifient et formalisent leurs demandes à l'égard de la France et de la communauté internationale. Souhaitent-ils notre présence? Ont-ils besoin de nous? Je veux des réponses claires et assumées sur ces questions. Je ne peux ni ne veux avoir des soldats français sur quelque sol du Sahel que ce soit, alors même que l'ambiguïté persiste à l'égard de mouvements anti-français, parfois portés par des responsables politiques. Hélène Conway-Mouret, cette demande de clarification était importante à ce moment précis? Oui, elle est nécessaire. Ce que je ne comprends pas, c'est que les chefs d'État aient été convoqués. Je pense que ça passe très mal dans les 5 pays. À Pau, peut-être pour faire plaisir à M. Bayrou, mais qui aujourd'hui c'est là où il y a eu le plus de soldats mis en examen. tués, donc je pense que là aussi, je pense que la Seine-Saint-Cloud eût été un endroit plus propice, suite d'ailleurs à la dernière réunion en 2017, justement sur le G5. Mais la clarification est importante parce que quand je me déplace dans ces pays, en dehors de rencontrer les autorités, j'aime aller sur les marchés et parler aux gens. Et le sentiment anti-français est très présent, très fort. Alors au Mali, ce qu'on m'a dit, c'est que en fait, les Français étaient là parce qu'ils voulaient mettre la main sur les mines d'or maliennes. Ou différentes rumeurs comme ça qui traînent. Et puis un ministre malien qui, quand même les yeux dans les yeux, m'a dit « mais vous êtes une force d'occupation dans notre pays ». Ce monsieur a fait des études supérieures en France et c'est très bien ce que ce terme-là veut dire pour nous Français. Et donc c'est un ressenti très fort pour eux. Je lui dis donc que je vais rentrer en France avec le message que notre présence n'est plus désirable chez vous. Puisqu'une force d'occupation, c'est quand même très violent comme terme à utiliser. Il m'a dit non, mais il faut quand même que vous vous rendiez compte que, voilà, depuis 6 ans, vous commencez à être là depuis trop longtemps. 7 depuis le début. Oui. Est-ce que la France peut se retirer du Sahel? Bon, c'est la question que je lui ai posée. Je lui ai dit, est-ce que je rentre à Paris avec le message très clair, je l'ai fait passer à la Commission des Affaires étrangères, à la Défense du Sénat, mais également à l'exécutif, que la France doit se retirer. Est-ce le cas? Il me dit, non, on a besoin de vous. Mais comprenez qu'aujourd'hui, les populations pensent que vous êtes responsable de l'insécurité, puisque nous avons sur un territoire très vaste, tout à l'heure votre carte l'a montré. Ouais, justement, on va regarder un sujet, si vous voulez bien. Non, alors allez-y. On va regarder justement, de revenir en image sur cette opération Barkhane au Sahel, avec Sophie Roussy, on se retrouve juste après. Barkhane, c'est 4500 militaires français, 7 avions de chasse, 19 hélicoptères, des centaines de véhicules blindés. Leur mission, la lutte contre les groupes armés terroristes dans le Sahel, une zone aussi vaste que l'Europe. Depuis le début du déploiement des soldats français, 41 ont trouvé la mort, des disparitions tragiques qui ne remettent pas en cause l'engagement français. La position de la France n'a pas changé. Pourtant, sortant de sa réserve le plus haut sommet de l'armée française, le général François Lecointre a reconnu les limites des capacités de ses troupes à travers le monde et d'en appeler un soutien de ses partenaires, dont les Européens et le G5 Sahel. Mais les Européens se cantonnent à de la formation. Quant aux forces du G5 Sahel, toutes n'ont pas les capacités en hommes et en expertise. 5000 hommes pour tenir tout cet espace, c'est bien évidemment très insuffisant. 5000 hommes, c'est suffisant? Non, mais ce n'est pas à la France, avec 5000 hommes, d'assurer la sécurité du Mali.
Oui, mais on voit qu'avec le G5 Sahel, ça n'avance pas. Mais ça ne fonctionne pas, les financements n'arrivent pas. Ça ne fonctionne pas aujourd'hui. Oui, bien sûr, mais est-ce qu'on pose les bonnes questions ? La bonne question, c'est que malgré les investissements assez importants, mais peut-être ne sont-ils pas à hauteur, en effet, des besoins, en dehors de l'équipement de ces forces et de leur formation, je suis allée au contact des formateurs qui disent, en effet, il y a des progrès, mais l'attrition dans l'armée malienne en particulier, et burkinabé également, est très très forte. Donc à un moment, il faut se demander si les moyens vont bien là où il faut, c'est-à-dire vers les hommes, dont la solde doit être payée, ce qui n'est pas toujours le cas encore aujourd'hui. Vous savez, la question a été posée et un travail remarquable a été réalisé suite à l'effondrement de l'armée malienne en 12 heures, 24 heures, quand nous avons lancé l'opération Serval. Et on s'est demandé comment une armée pouvait à ce point-là disparaître, être dans l'incapacité de réagir à quelques hommes sur des pick-up qui fonçaient sur Bamako. On n'a pas tiré les leçons de cela. On n'a pas écarté ceux qui étaient à ce moment-là au pouvoir et de dire qu'il fallait un changement et un changement de méthode. Et aujourd'hui, les Maliens progressent, mais il faut aussi un peu de temps pour qu'ils soient au niveau des Tchadiens ou des Nigériens ou des Mauritaniens. Et le G5 a vocation à faire en sorte que justement les armées les plus fortes tirent par le haut les autres. Mais ce n'est pas aux Français. Il faut arrêter de penser que les 5000 Français là-bas, avec toutes leurs compétences, leur professionnalisme et ainsi de suite, peuvent faire quelque chose. Vous êtes allé à Gao vous-même et vous avez vu, j'y suis allée, j'ai passé le 1er janvier avec eux. Ils sortent bien sûr, mais ils sortent pour des missions qui sont limitées. Est-ce que vous partagez le sentiment de cet ancien colonel français Michel Goya qui dit de toute façon, en dépit des missions de formation, on voit que l'armée malienne n'a pas beaucoup progressé depuis 7 ans, mais parce qu'en fait, les FAMA, donc les forces militaires maliennes, sont en fait adossées à un État qui est failli et corrompu. Oui. Vous partagez ce point de vue ? Oui, absolument. Et j'allais y venir parce que nous parlions des forces militaires, mais tout cela fonctionnera, le G5 fonctionnera quand en effet il y aura une consolidation de l'état de droit et que finalement certains de ces dirigeants aujourd'hui, enfin pas forcément les chefs d'État, mais en tout cas certains ministres qui attisent ce sentiment anti-français parce qu'il est tellement plus facile de parler des Français pour ne pas parler des réformes qu'ils ne font pas. Et qu'ils ne font pas parce que le problème endémique dans ces pays est la corruption. Et tant que l'on n'aura pas essayé de l'éliminer, eh bien, on aura en effet une armée qui ne pourra pas fonctionner parce que les équipements, l'argent dont elle a besoin, eh bien, ne parvient pas aux hommes qui sont sur le terrain. Et c'est aussi un des éléments du terreau djihadiste, la corruption. Bien sûr, alors oui, mais c'est un petit peu plus compliqué parce que le nord, par exemple, le nord et le centre du Mali aujourd'hui n'ont plus d'État. Enfin, l'État n'est pas présent. Il n'y a aucune et donc ceux qui sont présents, ce sont des gens qui ont des moyens financiers parce qu'ils sont impliqués dans toutes sortes de trafics, qui viennent assurer la sécurité des villageois, qui, au bout d'un certain temps, peut-être prennent la place du chef du village, qui se marient dans le village. Et puis un jour, eh bien, les Français ou Force Barkhane vient déloger ceux-là parce que, ils sont liés à des groupes terroristes. Et forcément qu'on se met à dos les populations qui se sont habituées à avoir des gens qui, eux, les ont aidés financièrement, qui, eux, étaient là quand ils avaient besoin d'eux, et pas simplement des militaires étrangers qui viennent finalement faire des missions pour déloger ceux-là. Donc on a un vrai souci sur la plus grande partie du territoire, à l'exception de Bamako. Est-ce que ça a encore du sens de continuer à se battre contre les djihadistes ou dans le Sahel, alors que l'on sait que ces mêmes djihadistes sont nourris par ce qui se passe en Libye ? Est-ce qu'il ne faut pas, à un moment, se poser les bonnes questions et peut-être aller en Libye pour un peu lutter contre ce djihadisme à la base ? Vous savez, c'est déjà le cas. C'est le cas. Et c'est pour ça qu'on se retrouve à nouveau face à la Turquie, voilà, une deuxième fois.
Est-ce que la contagion au Burkina Faso et la rapidité de cette contagion vous a surpris? Non, il y a 4 ans de cela déjà, mes homologues parlementaires burkinabés me disaient combien ils étaient inquiets. Là aussi, du manque de présence de l'État dans leur circonscription, ou pour certains qui étaient dans des circonscriptions limitrophes, notamment avec le Mali, de voir qu'il y avait une porosité terrible et que le Burkina était dans l'incapacité de sécuriser sa frontière, qui est large, qui est vaste bien sûr, mais que là aussi, les forces burkinabées n'étaient pas en capacité de faire face à la montée de l'insécurité et surtout la mainmise de ces groupes djihadistes sur un certain nombre de villages, avec bien sûr des financements étrangers qui vont financer des écoles qui ne sont plus des écoles de l'État mais des écoles coraniques. Et là aussi, le rôle du religieux qui jusqu'à présent n'existait pas et qui commence à pénétrer l'ensemble de cette région. Donc, vous savez, on a évité un califat en Syrie. Il ne faudrait pas que celui-ci puisse se développer après l'avoir tué dans l'œuf, finalement, avec l'opération Serval en 2013. Et aujourd'hui, le laisser finalement se développer et d'un seul coup se réveiller un jour. Et en plus avec la crainte d'un arc, avec Boko Haram qui est plutôt en Afrique, du côté du Nigeria. Donc c'est vrai qu'il y a cette crainte qui est double aussi. Alors on va passer à un autre sujet, puisque cette semaine, la semaine prochaine, va être riche en élections, avec la présidentielle en Algérie et aussi les législatives en Grande-Bretagne. Ce sera le 12 décembre. Alors avant de parler de l'Algérie, on va parler du scrutin britannique. Boris Johnson, Premier ministre sortant, a donc fait le pari de convoquer des élections anticipées afin d'avoir une confortable majorité pour négocier le Brexit. Il a des chances, selon vous, de gagner son pari, Boris Johnson ? Écoutez, la situation est tellement confuse. C'est comme la réforme des retraites chez nous. Vous savez, on entend une chose et son contraire dans la même journée. Donc, il est difficile d'avoir un petit peu... Et l'histoire française prouve aussi qu'on a connu des gens qui ont voulu provoquer des élections anticipées. Ça s'est retourné contre eux. Oui, absolument. Non, M. Johnson est quelqu'un qui parie, qui aime jouer. Son prédécesseur, David Cameron, a joué et a perdu. Et lui est dans la même... Ils ont fait leurs études ensemble, ils se connaissent bien, dans la même logique, finalement. Et donc, aujourd'hui, il souhaite avoir, en effet, une majorité. Il est en train de détruire l'idéologie du Parti conservateur, un peu comme le fait M. Trump aux États-Unis, vous savez, qui se rapproche plutôt du Tea Party que du fonds de commerce, on va dire, des républicains. Et c'est la même chose avec le Parti conservateur, où M. Johnson fait le pari d'aller chercher les électeurs de M. Farage, qu'il a décoré d'ailleurs et qui donc maintenant le soutient, mais aussi la partie droite ultra-conservatrice de son parti. Et je crois que dans ce mouvement, il perd de fait les conservateurs traditionnels qui, eux, ont une certaine approche et qui ne sont pas tous pro-Brexit, en tout cas le Brexit que M. Johnson souhaite soutenir. En même temps, il a signé, il a finalement validé l'accord qui avait été précédemment signé par Theresa May en l'aménageant effectivement quelque peu. Et au fond, c'est ça qui l'a fait passer aussi au Brexit Party qui était contre cette signature par Boris Johnson. Est-ce que finalement Boris Johnson peut être celui qui réussit à négocier une future relation avec les Européens ? Peut-être, vous savez, il n'a pas de limite. Il est capable de tout. On l'a vu, il a combattu l'accord. Madame May est tombée, et donc il récupère l'accord. Et maintenant, c'est lui, avec... en effet, il a apporté quelques points un petit peu différents. Mais en même temps, il n'a jamais résolu le point principal, qui est la frontière entre... l'Irlande du Nord et la République. Alors il l'a justement un peu déplacé, quoi. La frontière, elle est plutôt maintenant, enfin il y en a deux, quoi, mais il y en a maintenant une qui est dans la mer d'Irlande, en fait, entre la République d'Irlande, oui, entre l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne. Donc vous savez ce qui me surprend ce qui met en colère, quoi, les unionistes qui les soutenaient. Oui, bien sûr, mais moi, ce qui me surprend dans cette
cette question de la frontière, c'est que on n'a jamais expliqué finalement que on avait besoin d'une frontière pour éviter que des produits qui rentreront grâce aux accords de libre-échange que le Royaume-Uni signera avec les Américains, avec les Chinois et avec tous les pays qu'ils voudront. Bien. Donc de produits qui rentreront au Royaume-Uni qui ne seront pas conformes aux normes de sécurité sanitaire européennes, quand même qui nous protègent. Et il me semble que ceux qui doivent défendre le Remain, c'est fini maintenant, puisque de toute façon, les Britanniques sortiront de l'Union européenne. Même en cas de victoire travailliste, ils rentreront. Il n'y aura pas de nouveaux votes. Mais vous savez, c'est pour ça que M. Johnson peut gagner aussi, parce que malheureusement, la ligne du Parti travailliste n'a pas été claire dès le départ. Enfin, c'était le parti pro-Remain qui a toujours été très pro-européen et ainsi de suite. Et avec M. Corbyn, les lignes ne sont pas claires. Donc, je crois que les électeurs ont besoin d'une ligne claire. Et si M. Johnson gagne, c'est parce que il aurait eu l'avantage, au moins, de présenter une ligne claire en disant « Moi, si vous votez pour moi, voilà ce que vous allez avoir. » Avec M. Corbyn, on ne sait pas trop encore. D'accord. Voilà. Et justement, pour illustrer cette question... Mais je voudrais terminer sur ce point. Je ne comprends pas pourquoi on n'explique pas, et ça aussi c'est un point positif pour le reste des Européens, on se moque de l'Union européenne qui mesure la taille des concombres ou la taille des pommes ou je ne sais trop quoi. Mais on oublie de dire que c'est pour notre santé que toutes ces normes ont été mises en place et que donc demain, c'est pas une frontière militaire comme celle que j'ai connue quand je résidais en Irlande, mais c'est une frontière où on aura des vétérinaires et des douaniers. C'est bien pour nous protéger et les Britanniques seraient bien inspirés de penser est-ce qu'ils voudront ces nouveaux produits chinois, américains et ainsi de suite. Ils seront peut-être pas conformes à ce que l'on attend en matière de protection alimentaire. Et justement, pour illustrer cette difficulté que pose la frontière entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord, on va regarder un extrait d'un reportage de TV5 Monde signé Karine Barzega. En 2016, l'Irlande du Nord a voté à 56% pour rester dans l'Union européenne. Alors ici, le message est clair. On ne veut ni d'une frontière physique, ni de quotas, ni de taxes douanières entre l'Irlande du Nord et l'Union européenne. On est d'histoire ancienne. On ne pourra plus travailler, on ne pourra plus cultiver. On est déjà en train de vendre. Vendre, c'est aussi l'angoisse de William Lynch depuis des mois. Déjà, pour commencer, j'ai voté contre le Brexit. Je ne suis pas contre le changement, mais là, c'est un changement qui peut totalement éradiquer mon entreprise. Parce que si je ne peux pas passer la frontière en liberté, je vais avoir de gros problèmes. Une frontière invisible, traversée chaque jour par des dizaines de milliers de personnes. Vous voyez là, l'avant de la voiture est en Irlande et l'arrière en Irlande du Nord. Tout comme son exploitation d'ostréiculture est à cheval entre les deux pays. Son entreprise est en Irlande du Nord, ses élevages d'huîtres sont en Irlande. Pour William, un Brexit dur reviendrait à payer des taxes, à patienter dans des bouchons et à perdre son accès illimité à la mer. La seule option que je vois si les choses se passent mal avec cette histoire de frontière, c'est que je devrais fermer mon cabanon et mon entreprise en Irlande du Nord et descendre ici pour acheter un endroit et une cabane. Cela va engendrer plein de dépenses et je ne veux pas le faire à moins d'y être forcé. Alors, est-ce que le Brexit peut paradoxalement entraîner une réunification de l'Irlande ? Il est très difficile de répondre à cette question en 2 ou 3 phrases. Le Sinn Féin, bien sûr, il travaille en pensant que c'est une opportunité, mais je pense que la réunification se fera par voie référendaire de toute façon, et aujourd'hui, nous n'y sommes pas. Autre élection cette semaine, on va passer à un autre dossier. Le 12 décembre, les Algériens voteront pour élire leur président. Les Algériens de France, d'ailleurs, ont commencé à voter aujourd'hui. Une grande partie de la population algérienne dénonce une mascarade d'élection, car les 5 candidats ont été des premiers ministres du pouvoir algérien de Abdelaziz Bouteflika. Sur ce sujet, on va justement écouter l'ex-tête de liste Place Publique, Parti Socialiste, Raphaël Glucksmann, qui s'exprimait devant les députés européens. Chers collègues, depuis que je suis député, nous avons voté des résolutions sur des sujets très divers, sur des pays aussi lointains que l'Indonésie. Mais nous n'avons pas eu un mot
Pas un mot sur la formidable révolution qui a lieu juste de l'autre côté de la Méditerranée, en Algérie. Pas un mot de soutien à ces millions d'Algériennes et d'Algériens qui défilent dans les rues d'Alger et des autres villes algériennes depuis 9 mois pour la démocratie, la justice, la dignité. Pas un mot sur les arrestations, les pressions, les violences qui s'abattent sur eux. Pas un mot sur les cas de torture désormais avérés. Ce silence complice, savamment entretenu par des lobbies puissants, ne peut plus durer. La résolution de solidarité que nous allons voter aujourd'hui n'est pas une ingérence, c'est la fin d'une immense injustice. Il est temps, chers collègues, de montrer que nous sommes aux côtés du peuple algérien. Alors, comme on dit chez moi, 1, 2, 3, viva l'Algérie! Hélène Conway-Mouret, vous partagez le point de vue de Raphaël Glucksmann. Ce silence de l'Union européenne, mais aussi de la France, il est complice des autorités algériennes? Il faut savoir que Mme Mogherini, dans la foulée, a précisé que les Algériens devaient décider de leur présent et de leur futur. Je comprends la volonté de M. Glucksmann et je la partage. En même temps, il faut connaître les Algériens pour savoir que, immédiatement, cela est compris comme de l'ingérence, surtout venant d'un Français. Et que le peuple algérien, qui aujourd'hui défile tous les vendredis, et j'étais hier avec un ami, M. Fouad Hasnaoui, au téléphone, et il me disait, Hélène, tu entends, les gens sont dans la rue, ils manifestent tous les vendredis, ils sortent. Donc depuis 2 mois. Ce peuple, aujourd'hui, ne veut pas, et vous l'avez rappelé, des 5 candidats, je crois que le taux d'abstention sera un taux record, pour montrer qu'ils ne veulent plus de ce pouvoir qui est en place depuis 1962 et qui se repose sur ses rentes, si bien qu'ils ont maintenu une sorte de paix sociale par voie de subventions et ainsi de suite, sans jamais vouloir développer leur pays, et que ces jeunes Algériens aujourd'hui veulent autre chose. Ils veulent une nouvelle gouvernance. Ils veulent la fin de la corruption, ils veulent plein de choses. Donc, ce que M. Glucksmann disait, bien sûr, ça part d'un bon sentiment, mais enfin, ça peut s'appliquer au Chili, ça peut s'appliquer aujourd'hui dans tous les pays où nous avons des manifestations de foule très importantes. Donc, de se concentrer sur l'Algérie était peut-être pas bienvenu à un moment où, quand même, les tensions sont très fortes, où le peuple est en train de s'exprimer, de dire quelque chose et de se dire, mais on va le faire, et on n'a pas besoin de vos bons sentiments, finalement. Je ne crois pas que la France ait besoin de s'exprimer. De toute façon, on en fera toujours trop ou pas assez. Et que les Algériens, aujourd'hui, montrent cette maturité. Il faut leur faire confiance. Mais que devra faire la France et l'Union européenne une fois l'élection passée, avec effectivement probablement une forte abstention, mais un vainqueur et un nouveau président pour succéder à Bouteflika, qui aura une légitimité peut-être faible. Mais celui-ci devra faire avec une mobilisation, je crois, populaire qui ne va pas s'arrêter. Et ça sera à eux, en interne, de décider comment ils doivent réformer, comment ils doivent avancer et laisser les Algériens en décider. Je ne pense pas que c'est à la France. Et vous savez que nous sommes, là aussi, il faut faire très attention. Ce que mes amis algériens me disent, c'est que, en fait, notre seul intérêt, c'est que l'Algérie aille bien pour que les Algériens n'aient pas envie de venir en France. Et que notre seul intérêt aujourd'hui est purement égoïste. Et qu'il faut peut-être penser aux Algériens, mais les laisser justement, les aider. On peut envoyer, vous savez, on a de très bons techniciens qui peuvent aller dans les différents ministères pour justement aider à ce que des réformes se fassent, pour aller vers plus d'état de droit, pour... Voilà. Et je crois que la participation de la France peut être à ce niveau et peut-être loin des grandes incantations qui, en fait, sont récupérées localement à des fins politiques et qui ne sont jamais à notre avantage. Voilà, ce sera le mot de la fin. Hélène Conway-Mouret, merci d'être venue sur le plateau d'International. Merci beaucoup à Alain Salle de m'avoir accompagné ce matin, Alain Salle du journal Le Monde. Merci à vous. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. La semaine prochaine, vous retrouverez Françoise Joly pour un nouveau numéro d'International.